Bonjour et bienvenue dans cette saison hors-série d'Amis consacrée à l'histoire d'amour la plus toxique du 21e siècle. Et pourtant, il y a de la concurrence. C'est vrai. Salut, moi c'est Marie et ce film m'a donné envie de ne jamais avoir d'enfant. Et moi c'est Anaïs et je crois que c'est la première fois que je vois ce film sobre. C'était un peu compliqué. Cette semaine, on a regardé le 4e film Twilight qui s'appelle Twilight chapitre 4, Révélation, première partie. En gros, c'est le film où Bella se marie et tombe enceinte. Et il faut le dire tout de suite, personnellement, c'est mon préféré de la saga. Twilight 4, c'est une escalade sans limite de n'importe quoi, un sommet d'illogisme, une aberration totale dans l'histoire du 7e art. Et on va l'entendre, ce film nous a vraiment troublés. Qu'est-ce qui vient de se passer, quoi ? Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir fait un trip sous acide. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ? Moi, je comprends pas pourquoi, en fait. Genre, pourquoi cette histoire ? Parce qu'elle ait un enfant. Ouais, mais pourquoi elle pouvait pas juste tomber enceinte et ça se passe hyper bien et elle accouche et c'est super, tu vois. Non mais... Putain, hyper romantique, hein, waouh. Ah mais c'est vraiment un cauchemar. Ouais. Genre, c'est quoi la ligne éditoriale, en fait ? Je comprends pas. Et puis, on va en reparler. Dans ce film, il y a surtout un moment qu'on attendait ou qu'on redoutait depuis le début de ce podcast. Oh, c'est là. C'est bon. Marie, vous avez prévenu la semaine dernière, âme sensible, s'abstenir. Ouais, ça va être très très dark cette semaine. C'est parti donc pour Amis, saison 2, chapitre 4, Contraction. Alors Marie, pour nos auditeurs, c'est toi qui as la tâche cette semaine de nous faire le résumé de ce film en 30 secondes. C'est parti. Édouard avoue à Bella qu'il a tué des gens, mais ils étaient tous super méchants, donc c'est pas grave. Édouard et Bella se marient, mais Bella tire une tronche de 6 pieds de long pendant toute la cérémonie. On dirait qu'elle va à l'abattoir, on comprend pas trop pourquoi. Par contre, sa mère, la mère de Bella, se met à chanter des comptines devant tout le monde. On dirait qu'elle s'est plantée sur son dosage de Prozac, c'est génial. Bella et Édouard partent sur une île déserte pour pouvoir enfin niquer en paix. Édouard détruit toute la chambre pendant leur première nuit ensemble. Bella a des bleus partout sur le corps, mais elle est tellement en chien qu'elle en a rien à faire. Bella tombe presque immédiatement enceinte et veut surtout pas avorter, même si son fœtus lui bouffe toute son énergie et menace de la tuer. Un beau message contre l'avortement qui donne surtout envie de ne jamais tomber enceinte. Après, il y a des loups-garous qui parlent et qui se prennent la tête sur des questions de gouvernance. On se croirait un peu à une université du PS, c'est hyper chiant et on comprend pas trop ce qui se passe. Alors qu'elle est sur le point d'accoucher, le dos de Bella se brise littéralement en deux dans la scène la plus traumatisante de l'histoire du cinéma, et c'est un peu ce que vous venez d'entendre en fait. Bella donne naissance ensuite à Renesmée, un bébé démon avec le prénom le plus délirant de l'histoire. Et quand Jacob voit Renesmée, le premier truc qu'il se dit, c'est « celle-là, dans une vingtaine d'années, j'aimerais bien me la faire », et du coup, il veut plus la lâcher après. Et puis bon, Bella meurt, il faut le dire quand même, Édouard la mordit partout, et elle devient vampire. Et voilà. Bravo. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce film puisque ça commence, on est en fait la veille du mariage de Bella et Édouard. Ça va très très vite, ils sont en plein préparatif, ils sont en train de porter des bancs en bois dans la forêt pour que tout le monde puisse bien s'asseoir. Et alors le premier truc qui nous a frappé, tu l'as dit dans ton résumé, c'est que la mère de Bella, qu'on a très peu vue dans les films précédents, a l'air hyper heureuse de voir sa fille se marier. Sa fille de 18 ans. Voilà, sa fille de 18 ans se marier à un vampire. Bon, même si elle ne sait pas qu'il est vampire, on va l'entendre. On s'est un peu posé des questions sur la santé mentale de la mère de Bella. Ouais. J'ai jamais vu une meuf être aussi impatiente de voir sa fille adolescente se marier à un inconnu, quoi. C'est clair. Pourquoi elle est contente, elle ? C'est clair. Je pense qu'ils lui ont mis du CBT dans son... Non, mais c'est ça. Meuf, ta fille à 18 ans, elle se marie avec un mec avec des yeux jaunes. C'est clair. Quoi ? Non mais elle, en fait, elle est... elle s'est trompée de boîte de cachet avant de venir, quoi. On dirait... Elle décompense, en fait, depuis tout à l'heure. C'est clair. On dirait la scène de Bridesmaids quand elle chante en espagnol. Ça n'allait pas du tout. Je vais spoiler direct, la MVP de ce film, c'est la mère de Bella. C'est clair, elle était incroyable. Et alors, ce qui est marrant, c'est le contraste entre la mère de Bella et la mariée Bella, qui, elle, pour le coup, on dirait vraiment qu'elle est en train de se faire kidnapper et qu'elle est en train d'être mariée contre son gré. Ça t'a particulièrement frappé quand t'as vu la tête de Bella qui va à l'hôtel. C'est vrai que c'est assez choquant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, elle est en train de comprendre qu'elle va crever, quoi. Genre que là, elle est en train de se marier à un mort qui va la tuer, quoi. Moi, je ferais la même tête à sa place.
C'est vrai que dit comme ça, on peut comprendre. Et c'est vrai que c'est censé être la dernière fois où elle voit tous ses proches vivants, puisque après, elle veut être transformée en vampire et ne plus tous voir ses personne. proches alors qu'elle est vivante. Parce que sinon, oui, si elle les voit, ils seront plus vivants parce qu'elle les tuera. C'est ça, parce qu'elle aura très faim. Bon, du coup, c'est quand même assez sympa, cette scène de mariage, surtout parce qu'on peut encore une fois s'attendrir devant Charlie, le père de Bella, qui est toujours le meilleur. Oui, puis on dirait un peu un mood board Pinterest quand même au niveau de l'inspiration, sa robe, la déco, tout est hyper... Sa robe est très jolie, oui. On l'a encore remarqué. Franchement, très belle robe de mariage, surtout que dans les films, c'est pas toujours évident. Et surtout, c'est l'occasion de s'extasier, encore une fois, devant les talents de Anna Kendrick. Franchement, mais quel talent! Qui joue Jessica, une camarade de classe de Bella. On n'en a pas trop parlé depuis le début, mais c'est vrai que c'est un peu la seule personne saine d'esprit dans ces films qui s'aperçoit que quand même, il y a un truc qui va pas et qu'il y a un peu de distance sur tout ça, mais elle est très marrante. Elle est assez jalouse de Bella, donc c'est toujours très drôle. Et Anna Kendrick est très très bonne dans ce rôle. Alors, tu crois que Bella a pris du ventre? Jessica, elle n'est pas enceinte. Tu parles. Alors pourquoi se marier à 18 ans? Ouais, et c'est assez remarquable de le revoir aujourd'hui parce qu'à l'époque, elle n'était pas très connue. Ensuite, elle a vraiment été révélée par Pitch Perfect et ensuite, évidemment, on sait toute la carrière qu'elle a eue. Et en fait, là, on voit déjà, avec les quelques scènes qu'elle a dans chaque film, elle se démarque vraiment de tous les autres personnages secondaires et on peut déjà sentir qu'elle va devenir une star parce qu'elle a vraiment un talent comique assez exceptionnel. Pendant ce temps-là, une personne qui n'est pas du tout contente, qui n'a pas de talent comique. Voilà, qui n'a aucun talent du tout. Ni capillaire, ni comique, ni dramatique. C'est Jacob qui boude parce que, souvenez-vous, il croit encore qu'il a une place hyper importante dans un triangle amoureux avec Edward et Bella. C'est le seul à penser ça. Hein. Du coup, il a refusé de venir au mariage, ce qui affecte un peu Bella. Et on va l'entendre, on a toutes les deux eu la même réaction au même moment concernant l'absence de Jacob. Ah non, mais quel drama queen. Putain, mais c'est ouf. On est vraiment en train de morpher en une seule et même personne. C'est clair, c'est effrayant. Mais évidemment, drama queen jusqu'au bout. Il n'est pas là pendant la cérémonie, il fait chier Bella à ne pas venir et il se pointe après la cérémonie par la porte de derrière dans la forêt. Mais il est vraiment pas content parce qu'il comprend que Bella va coucher avec Edward alors qu'elle est encore humaine. Parce que c'est une chose qui le regarde apparemment. Oui, c'est ça. Et apparemment, il a une opinion très très poussée sur la vie sexuelle de Bella. T'auras pas droit à une vraie lune de miel avec ton vampire. Elle sera aussi vraie que celle de n'importe qui. Tu plaisantes, j'espère. Quoi, alors que t'es encore humaine? Dis-moi que t'es pas sérieuse. Dis-moi que t'es pas idiote à ce point. Franchement, ça te regarde pas. Jacob... Non, écoute-moi, Bella. Lâche-moi, d'accord? Et c'est vrai qu'il a été établi dès le départ que Edward ne pouvait même pas embrasser Bella parce que sinon il allait avoir des pulsions incontrôlables et qu'il allait la tuer. D'où l'intérêt pour elle aussi de se changer en vampire pour qu'il puisse enfin ken de manière totalement sauvage et incontrôlable. Sauf qu'elle n'a pas envie de passer sa lune de miel en train de souffrir parce qu'elle est en train d'être transformée en vampire. On a l'impression que c'est un peu comme les règles, quoi. C'est un truc qu'elle n'a pas forcément envie de vivre pendant sa lune de miel. Du coup, elle a décidé... En plus, elle veut vivre la pénétration d'Edward en tant qu'humaine. Il faut le dire quand même. Et alors ça, Jacob, il est vraiment, vraiment pas content et il commence même à lui dire c'est dégueulasse, c'est insupportable que tu fasses ça. Ce qui a suscité une réaction assez forte chez moi, on va l'entendre. Non mais lui, on dirait la manif pour tous, quoi. Mais il est tellement intolérant, quoi. Il y a vraiment un truc entre les vampires et les loups-garous, en fait, où ils arrêtent pas de dire que l'autre est impur, que l'autre est sale. Ça évoque vachement l'homophobie et ce qu'on a entendu dans les débats publics ces dernières années, en fait. Mais c'est hyper dérangeant de l'entendre dire ça, alors qu'elle veut juste coucher avec son mec. Avec son mari. Il y a beaucoup de choses dérangeantes. Mais c'est surtout, en fait, ce qui est très dérangeant, mais ça, c'est dans toute la saga, c'est que le corps de Bella ne lui appartient pas, en fait. Et dans ce film, on va le voir particulièrement, mais ce que fait Jacob, là, c'est qu'il est en train de lui dire ce qu'elle devrait faire de son corps ou pas, et d'être révoltée par une décision qu'elle prend elle-même en toute connaissance de cause. Est-ce une bonne décision ? Peut-être pas, mais enfin bon, jusqu'à maintenant, elle n'a pris que des mauvaises décisions. Donc laisse-la continuer dans son élan, quoi. Oui, et puis elle a le droit de prendre des mauvaises décisions si elle veut, mais en plus là, à ce moment-là, il l'agrippe par le bras et lui dit tu ne peux pas faire ça. Donc c'est quand même assez violent. Mais bon, on va passer à la suite parce qu'il reste encore beaucoup de moments choquants, traumatisants et dérangeants. Donc ça y est, Edward et Bella sont mariés et Edward a prévu d'emmener Bella dans un endroit secret pour leur lune de miel. Donc encore une fois, elle ne sait pas où elle va, c'est pas grave, elle se laisse porter. En fait, elle a même pas fait sa valise. Hein. Oui, c'est ça. Elle
n'a pas fait sa valise, c'est la sœur de Edward qui a fait sa valise à sa place. Et c'est tragique parce qu'elle va se rendre compte qu'il n'y a que de la lingerie. Hyper sexy et en dentelle. Voilà, et que c'est vraiment très très dur pour elle de devoir être en lingerie pendant toute la lune de miel. En même temps, on la comprend, c'est vrai qu'un jogging, ça aurait été sympa aussi. Donc en fait, la lune de miel se déroule au Brésil, plus spécifiquement sur une île privée qui appartient aux Cullen, parce qu'ils sont vraiment très riches, et qui s'appelle Esme Island. Esme étant le nom de la mère d'Edward. Ce qui deviendra très important après. On était assez choqués toutes les deux parce que l'île est magnifique, la maison sur l'île est magnifique, ils ont des serviteurs, c'est hyper dérangeant. Et devant la richesse de cette île et de cette maison, on a réalisé quelque chose. Putain, ils sont tellement riches, ils ont un jet privé et ils habitent à Forks. Ils habitent à Fourchette, quoi. Incompréhensible. Vraiment, personne ne fait des bons choix dans cette saga. Non, mais surtout, ils habitent à Fourchette pour aller au lycée local. Et pourquoi ils habitent à Forks ? C'est parce que c'est l'endroit où il pleut le plus dans l'Amérique continentale, hors Alaska en gros. Et du coup, ils ont choisi ça pour avoir le plus de jours de pluie possible pour pouvoir se montrer face à des gens. Mais je suis là, pourquoi vous voulez vous montrer face à des gens ? Vous pouvez vivre sur une île Bah ouais. au Brésil Où il y a personne. où il y a personne et vous pouvez vous baigner et aller au soleil. Ouais, mauvais choix. Et puis j'espère ça sera beaucoup moins dur pour lui. Hein. Il y a moins de gens. C'est vrai. Il faut parler d'un truc parce que pendant cette lune de miel, il se passe un moment que tu attends depuis des films et dont tu m'as parlé à chaque minute de ce podcast pratiquement. C'est le truc qui t'avait le plus marqué. Ah, elle va se raser les jambes. Ça, je m'en souviens très bien. Pourquoi ça t'a marqué, Anaïs ? Honnêtement, je pense que j'avais trouvé que c'était une belle représentation pour la pilosité féminine à l'époque. Ce qui m'a choquée là en le revoyant, c'est que ça dure vraiment un quart de seconde. C'est pas du tout. Il se passe plein d'autres choses dans la scène où elle se prépare en fait à perdre sa virginité et on la voit pendant une demi-seconde se raser les jambes. Mais je sais pas, je crois qu'à l'époque ça devait être quelque chose qui me saoulait particulièrement, l'épilation, et donc je m'étais dit ouais super, un film où on voit à quel point c'est chiant de se raser avant. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Elle vient de se marier, elle serait fait épiler à la cire, quoi. Enfin, ça fait partie un peu des trucs que tu fais avant de te marier, non ? Enfin, je sais pas, je suis pas mariée. Oui, après voilà, on va pas dicter sa conduite à Bella, mais c'est vrai que... Oh, tout le monde le fait, pourquoi pas nous, hein ? Je sais pas, je suis sûre qu'il y a des gens qui se marient et qui s'épilent pas avant, Oui, mais du coup, le montage rasoir arrive et on était très très contente quand même de voir ce montage. Ah, le montage rasage. Presque aussi bien que le training montage. Super. Ok, alors comment ça marche ce rasoir ? En gros, dans cette scène, on la voit se raser, mais c'est un montage où on la voit juste se préparer au moment où elle va perdre sa virginité. Donc, elle ouvre sa valise, elle trouve le rasoir, elle se rase les jambes, mais elle essaye aussi ses tenues, elle se met un peu de l'eau sur le visage pour se dire « Allez, ça y est, c'est bon, tu vas perdre sa virginité. » Donc, elle se brosse les dents. Elle se brosse les Ça, dents, oui, voilà. Je comprends. Voilà. Donc, c'est tout un petit montage dans lequel on la voit aussi se raser les jambes, qui nous permet de nous préparer au fait qu'enfin, après 4 films, elle va enfin perdre sa virginité, elle va enfin coucher avec Edward, ce qu'on attend tous depuis très longtemps. C'est là où il va casser le... Ah oui. Waouh, je te veux trop, Bella. Et oui, voilà. Le problème, c'est que c'est un peu la seule action qu'on voit. C'est Edward qui casse le lit, voilà. Parce que la scène coupe tout de suite après, donc on était hyper frustrés, on voit même pas un tout petit peu d'action sexuelle. Oui, mais c'est grand public, c'est ultra grand public, c'est pour des adolescentes américaines, et du coup, le cassage de lit, c'est une espèce de métaphore sur ce que tu dis, quoi. Il la veut trop, quoi. Voilà, c'est toute la puissance sexuelle. Voilà, la puissance sexuelle, sauf qu'au final, c'est hyper vanille dans la façon dont la scène est filmée et tout ça. C'est ça qui est marrant, c'est que le lendemain, elle a des bleus partout et que il casse toute la chambre et tout ça, mais en même temps, quand tu vois la scène, t'as l'impression qu'ils sont juste en train de se bécoter de façon hyper pure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, on passe au lendemain où Bella se remémore la scène de sexe que nous, on n'a pas vue, mais elle s'en souvient très bien. Bah, heureusement pour elle, quand même. Elle se passe les doigts sur les lèvres, elle se touche un peu le visage comme ça, et donc on a des flashbacks de ce qui s'est passé 5 minutes plus tôt. Et en même temps, on se rend compte qu'elle a plein d'échymoses sur le corps à cause de la violence d'Edward qui, encore une fois, n'a pas trop pu se contrôler. On va entendre nos réactions à ces flashbacks un peu chelous. Ouais, ok meuf. Ouais, C'est on a pas compris, this life changing, quoi. Enfin... Ton hymen est cassé, quoi. Congrats. Oh bah non, vous arrêtez Ah pas. non, mais alors là, tu sens vraiment le film pour ados, quoi. Ouais, et puis écrit par une mormone, quoi. Ouais. Ah oui, elle va se réveiller avec plein de bleus. Ah oui. Ça aussi, c'est un bon signe que ta relation se passe super bien. Le truc que je veux dire quand même pour défendre Twilight, ça m'arrive pas souvent, c'est que quand même, c'est elle qui est le plus en chien dans la relation. Et c'est un peu rare quand même d'avoir ce rôle inversé, c'est-à-dire que c'est elle qui veut tout le temps coucher avec lui et qui
le veut, quoi, le désire vraiment très très fortement, alors que lui est plus dans la retenue. Complètement. En fait, ce que je me suis dit en voyant toutes ces scènes-là, c'est que je vois un peu la genèse de 50 Shades, puisque on n'en a pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais 50 Shades est parti à la base d'une fanfiction inspirée de Twilight. Et en fait, 50 Shades remplit... Tu prends déjà le roman hyper nul et tu fais une fanfiction dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que là, toutes ces absences, en fait, niveau sexe et toutes ces frustrations expliquent un peu ce qui a donné 50 Shades, puisque 50 Shades remplit ce rôle-là, c'est-à-dire que pour le coup, ça va très très loin. Il y a des histoires de glace Ben & Jerry's ou de gingembre insérés dans certains orifices. Voilà, donc ça va très très loin. 50 Shades, c'est 50 nuances degrés pour ceux qui... Et ça a été des livres, évidemment, érotiques très célèbres qui ont été adaptés en film et qui vont plus loin aussi dans les scènes de sexe dans les films. Ça se complète bien, en fait, avec le peu de... Donc, c'est ce que tu disais, Marie. Le problème, c'est que comme Édouard, il a été un peu trop intense sexuellement et qu'il a recouvert sa femme de bleu, il refuse de coucher avec elle par la suite. Bella est un chien, elle arrête pas de lui demander d'essayer de le provoquer. Tellement elle a envie de niquer, quoi. À un moment, elle est en train de chialer. C'est ça. Et lui, il veut pas. Et donc, en fait, tout le reste de leur lune de miel, c'est un autre montage de Blue Balls où, en fait, c'est Bella qui a très, très, très envie et lui qui refuse de coucher avec elle. Et à la place, il joue aux échecs. Et c'est hyper frustrant. You're not going to touch me again, are you? You know that's not what I mean. Let me make you breakfast. Non, mais c'est le pire mec, quoi. Genre, il l'amène au Brésil, il l'amène sur une île. Elle veut Ken. Il l'a fait attendre hyper longtemps, il lui demande de se marier en échange. Ensuite, il ken, et ensuite, il lui dit « Non, c'est horrible, je te referai plus jamais ça, et je vais te faire un petit déj à la place. » Comment ça s'appelle le film où il était dans la jungle? Lost City of Z. Ouais, là, c'est Lost City of D, là. Donc Bella cherche la bite, mais elle la trouve pas, comme Robert Pattinson cherchait une cité perdue dans le film Lost City of Z de James Gray, qu'on vous recommande, qui est très sympa. Bon, on râle un peu pendant cette partie parce qu'on aimerait qu'ils couchent plus ensemble, tout ça, mais ils font quand même que s'embrasser et il faut le dire, il faut en profiter de cette partie parce qu'après ça va devenir très très dark. Donc moi, à ce stade-là du film, j'étais quand même plutôt satisfaite parce que j'étais contente qu'ils se fassent des câlins et des bisous. Marie n'était pas trop d'accord. C'est tellement gênant. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça beau, là. Moi, je suis séduite. J'aime trop toute cette partie. Ils sont trop mignons. Moi, j'aime bien juste quand les gens s'embrassent et se font des câlins. Franchement, moi, ça me va, hein, s'ils s'embrassent, je suis contente. Mais évidemment, le plus important dans le film, c'est ce qui se passe après. Et là, tout dégénère. Parce qu'en gros, après 2 rapports sexuels... Juste parce que Édouard cède à nouveau après, quand elle pleure. Elle lui fait un peu un chantage émotionnel, ils recouchent ensemble. Et le lendemain, grosso modo, Bella... Elle est déjà enceinte de 3 mois. Voilà, Bella tombe enceinte. Elle s'en rend compte, évidemment, en vomissant aux toilettes, puisque c'est un film et que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est enceinte dans les films. C'est comme quand tu accouches, tu te rends compte parce que tu perds les os. Voilà, c'est ça. Et alors, tu perds généralement les chutes du Niagara dans ta cuisine. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, Marie n'était pas du tout convaincue par la décoration de la scène où Bella vomit dans les toilettes. Attends, les toilettes, il y a une persienne. C'est clair. Il y a des persiennes qui donnent sur les toilettes, mais quel enfer. C'est vrai qu'un élément de déco pas terrible. Non, littéralement, c'est des persiennes en fait qui donnent de la chambre sur les toilettes. Donc il est en train de la regarder, en train de vomir au-dessus de la culotte. Niveau intimité, c'est pas top. Déjà que lui ne dort pas, ne va jamais aux toilettes et tout ça, mais elle est encore humaine, elle doit se taper tous ces trucs horribles et il peut la regarder faire, quoi. C'est horrible. Déjà, il la regarde dormir, mais il la regarde aussi visiblement faire ses besoins. C'est ça. C'est atroce. C'est beau, c'est beau. Et là, Bella est enceinte. Effectivement, elle se regarde dans le miroir. En fait, elle est enceinte de 3 mois. Hein. Son bébé, on se rend compte qu'il grandit très, très vite. Ouais. Et le film se transforme en pamphlet anti-avortement. Oui, c'est la plus grosse critique qui a été faite à ce film, en plus du côté Bella n'a aucun pouvoir sur ses actions et aucune autonomie. C'est vraiment le fait que Bella... Et littéralement, sa vie est menacée par sa grossesse. Ça devient très clair très très vite. Au bout de 2 semaines, elle est cadavérique en fait. Son énergie est complètement bouffée par son fœtus. Tout le monde lui dit d'avorter, mais elle tient coûte que coûte à garder son bébé. Elle refuse complètement ça comme une éventualité, alors qu'en plus, quelques semaines plus tôt, elle était prête à devenir vampire, donc à n'avoir jamais d'enfant. Et il y a Rosalie qui lui dit, par exemple, quand quelqu'un parle du fœtus, elle dit le bébé, ce qui est vraiment un argument des, j'utilise des guillemets là, les pro-life
tel qu'il s'appelle aux États-Unis, mais les gens qui sont anti-avortement, en fait, qui se disent pro-vie, mais qui sont anti-choix surtout. Voilà, qui refusent de dire fœtus et qui disent c'est un bébé dès la conception. Voilà, exactement. C'est un élément de plus qui rappelle par qui a été écrit ces livres, c'est-à-dire que ça a été écrit par Stephanie Meyer, qui est une autrice mormone, qui n'a jamais pris position publiquement pour ou contre l'avortement, mais vu sa culture, vu son milieu d'origine et vu ce qu'elle a écrit, il est très probable qu'elle est fortement anti-avortement. Elle a une vie très traditionnelle mormone, hein. Elle est mariée depuis l'université, je crois qu'elle a 5 ou 6 enfants, donc elle s'inscrit vraiment dans un truc très tradi, et c'est le mormonisme dans Twilight, on le retrouve dans plusieurs éléments, en plus de cet aspect anti-avortement. Bon, il y a aussi bien sûr la notion d'abstinence qui est très importante dans les films, où on voit que Bella veut coucher avant le mariage, mais Edward refuse parce que c'est un gentleman, et du coup ils vont attendre jusqu'au mariage pour consommer leur relation. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment un truc de conservateur américain et quelque chose qui est très présent dans le mormonisme, tout comme l'accent sur la famille et la vie familiale qu'on voit vraiment dans les films. Mais il y a d'autres choses assez intéressantes que j'ai lues en ligne sur des analyses de gens qui connaissent les Mormons. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites, qui ont dit le mormonisme, en fait, c'est une religion purement américaine, hein, qui a été le prophète des Mormons. C'est un prophète américain, et c'est une religion très récente et qui s'est construite en réaction aux religions européennes, en fait. Il y a un parallèle qui a été établi entre les Collins, qui sont les vampires du Nouveau Monde, qui sont des végétariens et qui ont adopté un autre mode de vie, et les Volturi, qui sont les vampires de l'Ancien Monde, donc un peu en plus italiens, qui habitent dans une espèce de cathédrale qui rappelle vraiment les codes de l'Église catholique, qui, eux, représentent cette espèce d'ancien monde et de catholicisme, en fait, qui sont des vampires méchants. Oui, voilà, et qui sont des vampires méchants parce qu'ils mangent des hommes et ils sont très cruels. Donc voilà. Et puis les Collins ont aussi cet aspect de contrôle sur soi-même, qu'a aussi Bella dans les livres, parce qu'elle ne boit pas de café, elle ne boit pas de thé, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas. Tout ça, c'est des codes de Mormons. Les Mormons n'ont pas le droit à la caféine ou n'ont pas le droit à l'alcool. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette idée de contrôle sur soi qui est très important dans le mormonisme et qu'on retrouve chez les Collins qui se contrôlent et qui ne mangent plus d'humains, et qu'on retrouve aussi chez Bella. Il y a aussi cet aspect dans la religion mormone, l'idée que des êtres humains peuvent devenir des êtres divins, et on retrouve ça vraiment aussi chez les Collins dans la façon dont ils sont décrits, surtout dans les livres. Edward est toujours décrit par Bella comme godlike, donc tel un dieu ou des choses comme ça. C'est des êtres surnaturels qui sont immortels, donc il y a vraiment cet aspect-là. Et le dernier truc que je voulais relever aussi par rapport à ça, c'est que Jacob va finir avec la fille de Bella et Edward, donc c'est une alliance entre la tribu des Coyotes et la tribu des Collins, et c'est une alliance entre des Amérindiens et donc les Collins, qui sont une espèce de métaphore pour les Mormons, et les Mormons croient vraiment qu'ils ont un lien même génétique avec, alors que c'est les plus blancs des blancs des États-Unis, mais qu'ils ont un lien génétique avec les Amérindiens, et donc elle a établi ça aussi dans son récit, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le mormonisme. Voilà. Fascinant. Le problème, tu l'as dit, avec cette grossesse, c'est que Bella est complètement vidée de son énergie, puisque son fœtus, qui est, on l'imagine, un bébé vampire ou un bébé démon, lui bouffe totalement toutes ses ressources, et donc elle devient très très maigre, et on a l'impression qu'elle avait déjà un peu minci pour le rôle, puisque dès le début du film, elle est déjà un petit peu mince par rapport au film précédent, mais là, il y a des effets spéciaux très clairement qui ont été utilisés pour la maigrir numériquement, et honnêtement, moi je trouve ça très dérangeant, parce que ça évoque des images de souffrance intense. C'est un corps totalement décharné, et en plus on la voit à de très nombreuses reprises, on la voit enlever son peignoir pour prendre son bain, elle peut à peine tenir debout, elle a vraiment que la peau sur les os. Tu l'as dit pendant qu'on regardait le film, tu disais on dirait une pub Pro-Ana, mais c'est vraiment... Oui, mais c'est ça. C'est hyper choquant à regarder, et pour moi ça relève de l'exploitation en fait, parce qu'on n'a pas besoin de le voir autant. Il y aurait peut-être pu y avoir un plan ou sur son visage par exemple pour nous montrer qu'elle est un peu maigre, mais là le film se complaît vraiment beaucoup dans la vision de ce corps rachitique, décharné. Et en plus, c'est quelque chose qui ne sera pas vraiment évoqué ensuite, c'est-à-dire que le film utilise cette image-là pour choquer le public, mais sans jamais en explorer les conséquences, ou sans jamais le contextualiser plus que, juste son bébé l'a fait souffrir. Et donc, je trouve que c'est très dangereux de montrer des images pareilles au cinéma sans vraiment les développer un peu plus. Ils veulent montrer à quel point sa grossesse, c'est un sacerdoce, quoi. Et que c'est un calvaire, mais c'est son chemin de croix à elle, mais que ça va aboutir sur quelque chose de très beau. C'est tout le danger du message de ce film qui est hyper nocif au final, quoi. Pour reprendre un peu des forces, ils cherchent plein de solutions puisqu'elle ne veut vraiment pas avorter, vous l'aurez compris. Et donc, ils finissent par faire boire du sang à Bella.
Dans un gobelet en carton, en fait. Enfin, vraiment comme si elle sortait du McDo, sauf que là, c'est des litres et des litres de sang bien visqueux qu'ils lui mettent dedans. Et cette scène est vraiment dégueulasse. Moi, ça m'a pas dégoûté autant. Un peu aussi, mais on va l'entendre. On va écouter nos réactions. On va voir si on a les reçus. Ignoble. Taste. Good. Mais Mais quel pourquoi on a enfer. montré ça à des adolescents? C'est clair. Oh. Non mais vraiment là. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire en fait? C'est vraiment horrible. Et là, en fait, on était à un stade dans ce film où, honnêtement, on commençait un peu à perdre foi en l'existence. Bon, c'est vrai que c'était mieux quand ils étaient sur une île déserte et qu'ils se faisaient des bisous. Ouais, et puis du coup, c'est censé être un truc hyper romantique. Et en fait, la meuf est en train de traverser un enfer. Enfin, au moins 50 Shades, elle fait de l'avion et du bateau, quoi. Tu as bien raison, Anaïs. Non, parce qu'on parle tout le temps de 50 Shades, 50 nuances degrés, comme l'histoire d'amour la plus toxique du cinéma de ces années récentes. Mais vraiment, Twilight est 1000 fois pire, en fait. Ah oui, bah oui, bien sûr. Mais là, bizarrement, nous, on était déjà au bout, on n'en pouvait plus. Mais les scénaristes, eux, ils se sont dit, franchement, c'est soft. Ce film manque vraiment de moments complètement perchés et absurdes. Alors, ils se sont retapés un petit rail. Et ils ont écrit la scène suivante, dans laquelle on assiste à une réunion de loups-garous qui communiquent par la pensée. Et c'est le moment, vous l'avez entendu au début du podcast, où Marie pensait vraiment qu'on avait pris quelque chose contre notre gré. On comprenait pas ce qui se passait. We have to protect the tribe. What they've bred won't be able to control this thirst. Every human will be in danger. Mon Dieu. Génial. Destroy it before it's born. You mean kill Bella? Her choice. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. J'avais oublié ça, Ouais, moi aussi. c'est incroyable. Ça, par contre, regarder sobre, c'est extrêmement douloureux. C'est marrant, moi, ça me rappelle, je sais pas si t'as vu les versions soviétiques des films Disney, enfin des dessins animés Disney. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu genre la version soviétique Du Roi Lion. Ouais, du Roi Lion, mais en film. Enfin, c'est trop chelou. C'est vraiment un truc low budget, mais hyper dérangeant. Quoi. Ouais, c'est ça, parce que les effets sonores que vous entendez derrière, où ils sont en train de communiquer par la pensée, c'est horrible. Mais donc, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, parce qu'il faut le dire, donc les loups-garous décident de tuer le bébé de Bella, parce qu'ils pensent que c'est une menace pour leur tribu et pour l'humanité tout entière. Voilà, pour l'humanité tout entière. Et Jacob en profite à ce moment-là aussi pour faire un petit putsch et pour devenir le loup-garou alpha. Il essaye, hein, mais au final, il part avec 2 loups-garous. Ouais, voilà, ça c'est le ça. laisse partir. Personne le suit. Mais voilà, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il manquait un peu de choses à ce film, donc ils ont décidé de rajouter un moment géopolitique des loups-garous à 1h40 du film. Ils se sont dit que c'était vraiment essentiel. Mais bon, il faut qu'on arrive vraiment au moment... Le moment fatidique, ce qui est pour moi, je vous le dis, le moment le plus iconique de cette franchise, voire des 20 dernières années de l'histoire du cinéma. C'est le moment où Bella se casse le dos. Et ça nous a tellement traumatisés, déjà quand on avait vu ce film à l'époque ensemble, qu'on se préparait mentalement pendant tout le film à cette scène. Tu ne te souviens vraiment pas de ce film, quoi. Mais moi, je me souviens qu'elle se casse le dos. Je me souviens des trucs importants. T'inquiète, ça va reprendre après. Elle va se casser le dos. Un bon Ah, et c'est Slurpee. juste après que son dos va craquer. Ah bon? Elle va se lever. Je peux pas regarder ça, en fait. Non, mais c'est traumatisant, c'est horrible. Ah, j'oublierai jamais quand on l'a vu ensemble. Mais jamais j'oublierai ça. Je crois que c'est là. Ouais, j'essaye de me préparer mentalement parce que ça va arriver d'un coup. Je peux pas voir ça, quoi. Mais je ne peux pas voir ça, Anaïs. Je me souviens que c'était très soudain. Mais il a quand même fallu qu'on le voie. Et pour l'occasion, Marie, tu vas nous faire une petite analyse de cette scène. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une scène? Moi, je parlerais plutôt d'un calvaire, un cataclysme, un sommet de gore. Une expérience multisensorielle. Je sais pas si t'es déjà allé au Futuroscope. Oui. J'adore le Futuroscope. Et cette scène, c'est un peu une attraction du Futuroscope. En fait, c'est une clair. immersion son et lumière en 3D, mais dans la douleur et dans le grotesque.
Quand la scène commence, Bella n'est plus que l'ombre d'elle-même. Déjà qu'elle n'avait pas beaucoup de personnalité, la pauvre. Là, elle ressemble à une sorte de spectre bouffé de l'intérieur par le monstre qui cuit dans son ventre. Forcément, elle n'a plus aucune énergie, donc elle délire complètement et elle annonce les prénoms qu'elle a choisis pour le Jnoun qui est en train de lui dévorer les entrailles. Si c'est un garçon, ce sera EJ, dit-elle, pour Édouard Jacob. Alors là, j'entends tous les Charles-Augustin de France pousser un soupir de soulagement en se disant qu'en fait, ils sont pas si mal lotis. Et si c'est une fille, Bella a utilisé toutes les heures qu'elle passe à ne rien faire, sauf à attendre la fin de son supplice, pour imaginer un nouveau prénom. Donc c'est un mix des prénoms de sa mère et de celle d'Édouard, donc René et Esmé. René Smé. C'est un peu comme si nos enfants, dans le futur, se mariaient et appelaient leur fille Manaïs. Ou Anari. Anari, c'est encore mieux. Tout le monde dans la pièce regarde Bella avec beaucoup d'indulgence parce qu'ils se disent qu'elle est en plein délire, quoi. Et là, le moment tant redouté arrive. Bella s'écroule enfin sous le poids du démon qui sommeille en elle et on a droit aux 30 secondes les plus horribles de l'histoire du cinéma. Une scène tellement dérangeante qu'à côté, Antéchrist de Lars von Trier ressemble à une comédie romantique. Parce que dans sa chute, le dos de Bella se brise en deux, en un angle parfaitement droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où Djibril Cissé s'était cassé la jambe pendant un match et ça avait fait vraiment un angle droit parfait entre ses deux os. Et bien c'est pareil, mais avec une colonne vertébrale. Donc c'est vraiment hyper traumatisant. Et la caméra nous offre un gros plan de la fracture accompagné de 7 effets sonores. Ignoble. J'en tremble, en fait, ça rien qu'en l'entendant. Et si tout ça ne suffisait pas, Bella s'écroule ensuite sur ses genoux, qui eux aussi se brisent. Et là aussi, on a le droit à un petit effet sonore très sympa. Désolée, hein. Comme vous pouvez l'imaginer, on l'a très très mal vécu. Ah mais c'est vraiment, j'ai envie de vomir. C'est ignoble. Ah, c'est ignoble. Je me suis cachée, en plus, j'ai quand même vu. Ah non. J'ai envie de vomir, Anaïs. On tremblait toutes les deux. J'en tremble encore. Recroquevillés sur notre canapé, on avait des palpitations, vraiment. Si vous voyez cette scène pour la première fois après avoir écouté ce podcast, écrivez-nous, on veut savoir ce que vous en avez pensé parce que c'est dur. Si vous êtes traumatologue. Et justement, on a parlé à un médecin urgentiste traumatologue qui a décrypté la scène pour nous. Je m'appelle Cyril, je suis médecin urgentiste et je suis également membre d'une équipe de secours en montagne. J'exerce une part d'activité sur la traumatologie relativement importante. La colonne qui plie comme ça, c'est pas trop possible, non. Ça n'existe pas, ça. Si ça se produisait, elle meurt instantanément, non ? Non, elle meurt pas, elle serait paraplégique. Ça aurait été une section de moelle et donc la section de moelle, ça ne récupère pas. Vous avez déjà vu des moelles sectionnées dans votre carrière, mais pas forcément comme ça, avec un dos à angle droit, quoi. Si, avec des dos à angle droit comme ça, c'est tout à fait faisable et visible. Mais ah oui. pas spontané tel que c'est fait là. Des dos à angle droit comme ça, moi je les vois sur les chutes de toits d'immeubles, sur les accidents de la voie publique, donc les accidents de moto notamment. Donc pour mettre une moelle épinière à angle droit, il faut vraiment casser l'os, casser les ligaments, et c'est des ligaments qui sont sérieusement solides. Même un chirurgien, pour les couper a posteriori, il faut qu'il s'y reprenne à plusieurs fois. Il faut vraiment une énergie très importante pour arriver à mettre un dos à angle droit comme ça. Mais en tout cas, vous avez jamais vu arriver une femme enceinte qui se serait cassé le dos à cause de sa grossesse de telle manière? De cette manière-là, non. Qui se fait des tassements vertébraux, oui, ça existe, mais c'est déjà assez rare. Et qui casse certainement pas comme ça. Jamais, jamais. Donc je pense pas que ça a été même décrit dans la littérature scientifique à aucun moment, ça. Si on vous ramène une patiente comme ça, qui a le dos en équerre et qui est enceinte et sur le point d'accoucher, vous faites quoi? Les premières choses, ça va être déjà de sortir le bébé. Après derrière, on essaie de vite trop stabiliser, remettre le dos droit et puis on repoussera ce qu'il pourra. On sait qu'après le pronostic il est mauvais, ça sera une paraplégie quand même. Bon là, vous vous dites, c'est bon, on a atteint le niveau maximum de n'importe quoi, on peut pas aller plus loin, dans l'absurde et le cauchemardesque. Mais vous avez tort, parce que il reste un truc dont il faut qu'on parle, tu l'as déjà évoqué un petit peu, Marie. Bella accouche finalement, le bébé va bien, et là, Jacob voit le bébé, et il tombe amoureux.
Du bébé. Du bébé. Il tombe amoureux du bébé. Oui, il tombe amoureux du bébé. C'est pas ce que je venais de dire. Si, mais il faut le répéter Il faut quand le même. répéter, ouais, c'est ça. Il tombe amoureux d'un bébé qui a 2 heures d'existence. Et en fait, c'est un processus très particulier qui s'appelle imprinting. Donc, il imprime sur une personne dont il tombe amoureux. En fait, tous les loups-garous fonctionnent comme ça, apparemment. Ils ont un imprinting à un moment. Et donc, Tous ne sont pas pédophiles, hein, mais... mais lui, oui. C'est comme la force de gravité. Toute votre vie bascule. Et soudain, ce n'est plus la Terre qui vous retient. Vous seriez prêt à tout pour être celui qu'il lui faut. Un ami, un frère, un protecteur. Mais en gros, c'est un peu l'expression physique du coup de foudre. Oui, c'est de l'âme sœur, en fait. Voilà, l'âme sœur. du coup de foudre pour l'âme sœur qui est incontrôlable. Et en fait, il y a eu d'autres personnages dans la saga où en fait, ils peuvent même pas le contrôler. C'est-à-dire qu'ils étaient en couple avec quelqu'un d'autre, mais ils ont imprinté sur une autre personne. Et donc, ça a détruit leur couple parce que, en fait, on peut rien y faire. Si on imprinte sur quelqu'un, c'est ça la personne dont on est amoureux. Et pour Jacob, c'est un petit bébé. On va entendre le moment où on voit cette scène. On s'en souvenait, mais on était quand même choqués de le revoir. Non mais, regarde sa tête. Ah mais non. C'est ridicule. Ah mais oui, c'est vrai qu'il la voit et tout, putain. Le truc, c'est que quand même elle va être adulte, il aura 18 ans de plus qu'elle, quoi. Ignoble. Et il a même des flash forward. forward où il la voit quand elle sera adulte et donc c'est censé nous faire accepter un peu mieux le fait qu'il tombe amoureux de cette petite fille, mais c'est quand même hyper choquant. Bah oui, surtout que il veut plus la lâcher après. Il veut s'occuper du bébé comme si c'est vraiment... C'est très dérangeant. Apparemment, le mormonisme n'a pas de problème avec ça. Marie, est-ce que tu préférais imprinter sur mon futur enfant ou sur ton oncle? Ah. Mais ni l'un ni l'autre. Non. T'as pas le choix. Non, je refuse. Quelle horreur. Quelle horreur. Et toi, tu préférais imprinter sur Donald Trump ou Jean-Marie Le Pen? Bah, je pense Donald Trump juste parce qu'il est plus riche. Ouais, donc, c'est ce que je au m'étais moins, dit voilà, aussi. il me paiera des voyages en bateau et des îles privées et je pourrais oublier le fait que j'ai imprinté sur Donald Trump. En fait, le truc qu'il faut dire, c'est que t'es content une fois que t'as imprinté, c'est ça? Parce que t'es amoureux. Est-ce que lui, il lutte contre le fait qu'il est amoureux d'un bébé? Plutôt, en fait, ils avaient un peu établi, préparé le spectateur terrain. à ce développement narratif. Il y a un moment où, en fait, un des loups-garous, on le voit avec une petite fille de 4 ans, il la tient par la main et ils disent... parce que les autres sont tous en train de se rouler des pelles avec les meufs sur lesquelles ils ont imprinté. Et il y en a un qui dit « Ah bah, j'aimerais pas être un tel, quoi, parce que le pauvre... » C'est clair. Il doit se promener avec sa petite fille et en fait, c'est sa future femme, quoi. Exactement. Et il est fou amoureux d'elle. Et elle, la pauvre, je sais pas si elle comprend ce qui lui arrive, quoi. Bref, Voilà. donc je sais pas s'il est pleinement heureux, mais oui, bon, ça a pas l'air de le déranger tant que ça, quoi. Bon là, il faut que le film se finisse, on n'en peut plus. Pour la faire courte, Bella, qui donc a un dos à angle droit, se fait opérer d'urgence chez les Cullen. Elle a le bébé, finalement, elle est morte en fait, elle meurt. Ouais. Ça va pas du tout. Elle meurt bien, elle est bien morte. Voilà, elle est bien morte. Et en fait, on a une petite musique à la fin et on comprend que elle ressuscite et qu'elle se transforme en vampire. Oui, parce que Edward l'a mordu quand même, il faut le dire. Voilà, Edward l'a mord partout sur son corps, mais vraiment partout. Il l'a mord sur les bras, sur les poignets, sur les cuisses, sur les chevilles, partout. Et donc finalement, grâce à toutes ces morsures, elle finit par se transformer en vampire et par ressusciter. Et le film s'achève sur un gros plan des yeux de Bella qui s'ouvrent, et c'est les yeux rouges. Et donc on sait qu'elle va devenir vampire et qu'elle va devenir trop stylée. Waouh, comment elle est bonne. Ma wife. Ah, elle va avoir les yeux jaunes. Non, rouge. Ah oui. Trop bien. Excellent. Fin de film. Bon, il y a beaucoup de choix, mais c'est quoi pour toi le moment le plus émo de ce film, Marie? C'est peut-être quand Edward, qui voit Bella mourir à petit feu sous ses yeux, lui dit... Je ne peux vivre sans toi. Et elle lui dit... Non, il te restera une partie de moi. Son bébé. Voilà. C'est vrai que c'est quand même assez hardcore. Moi, j'en avais noté un autre. Je sais pas si on peut vraiment qualifier ça d'émo, mais c'est au moment où, en fait, ils ouvrent le ventre de Bella avec un scalpel pour lui faire une césarienne en urgence pendant qu'elle est en train d'accoucher. Et où Rosalie regarde le scalpel et elle a envie de le lécher parce qu'il y a du sang dessus. Je trouve ça assez On n'a pas assez parlé intense. du fait quand même que Edward doit arracher son placenta ou je sais pas quoi avec ses dents pour l'ouvrir. Enfin bon. Ouais. Et donc après, Edward regarde Bella avec la bouche pleine de sang, avec le bébé dans les mains et lui dit « C'est bon, c'est une fille ».
Et il vient de l'arracher avec les dents. Bref, on est épuisé par ce film. Hein. Ouais. Le MVP, Marie, c'est qui ? Bah, c'est la maman de Bella, hein, je l'avais dit. Pour moi, je pense que le MVP, c'est Renesmee. Parce que franchement, avoir assez de puissance pour casser le dos de ta mère, c'est assez intense. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie d'avoir subi ce film une nouvelle fois. Et la scène 2 fois pour pouvoir préparer. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le dernier film de la saga Twilight, Twilight Révélation, 2e partie. N'hésitez pas à regarder les films en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez survécu à cet épisode et si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper encore une fois auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Comme à chaque fois, on n'a pas de notes, mais on a un petit montage de toutes nos réactions devant le film. Profitez bien. C'est quoi cette musique de merde ? Ça commence bien. T'imagines, toi, t'apparais devant tes parents, t'es diaphane avec les yeux jaunes. C'est clair. T'es déjà un peu Et tu comme te mets ça. à briller. Ouais, bah c'est comme à chaque fois que je rentrais de soirée. Hein. Mais ça serait horrible, t'imagines, t'es avec un mec et il fait jamais caca, mais toi, oui. Non mais la meuf n'a même pas fait sa propre valise. Mais non ! C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. La meuf ne fait rien en fait. Elle s'est rasée les jambes, c'est tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est parce que c'est le seul truc qu'elle a fait des 5 films. Elle-même. C'est tellement chelou ce film. C'est clair. Non, le mec est en train de lui montrer les bleus qu'il lui a fait quoi. Lui, il a passé le bac 78 fois, mais il est un peu con quand même. Hein. On va Est-ce qu'elle a souri une fois dans ce film ? En même temps, nous aussi, on est sexiste. Peut-être qu'elle a pas envie de sourire. Peut-être qu'elle a envie d'avoir l'air constipée. C'est son choix, c'est sa vie. 18 ans, mariée, en cloque, et bientôt morte. Bah, vampire. Ah bah dis donc, j'espère qu'il est content parce qu'il regarde sa mère, putain, il lui bouffe toute son énergie. Remarque, tu vois une photo de ma mère le jour de l'accouchement, elle était comme ça. Hein. Et toi, t'étais une espèce de monstre. J'étais énorme, toute rouge, avec plein de cheveux. Poilue. Et elle était blanche, mais comme un cadavre, parce qu'elle était anémiée complètement. En fait, c'est l'histoire de toi. C'est ça. Renesmee, c'est toi. En fait, Bella, c'est vraiment une dingue de cul, quoi.